l'urbanisation périphérique se révèle non seulement à travers le grand ensemble et aussi le pavillonnaire, mais se révèle dans le sens où ces formes d'habitat témoignent de la dissolution du tissu urbain et social, où l'habitant, dit-il, n'a d'autre choix, je cite, que d'y survivre et non d'y vivre. Donc il va condamner justement ce côté extrêmement formaté, ce formatage, ce côté construit de l'habitat au détriment de la socialité qui caractérisait la vie urbaine. Et cela, ça va l'amener à préfacer l'ouvrage Les Pavillonnaires, qui paraît en 1967 avec Henri Raymond, Antoine et Nicole Aumont et puis Geneviève Dezès, où il va insister à travers cette préface sur l'importance de l'appropriation de l'habité, où, dit-il, la dimension humaine, il y a toute sa place. Et il encourage justement, à travers cette préface, l'usager à ne pas rester muet, à reprendre l'usage de cet habitat et à y injecter de l'imagination, de l'utopie. Donc il condamne cet habitat pavillonnaire, ces grands ensembles qui sont dissociés de toute participation sociale, et il encourage l'usager à reprendre un peu cette dimension-là. Cette dénonciation de l'urbanisme comme produit de l'idéologie dominante, qui, dit-il, je le cite, ignore la ville comme œuvre, eh bien, va également le conduire à des échanges intellectuels avec l'internationale situationniste, qui avait été fondée par Guy Debord en 1957, qui sera dissoute en 1972, et avec Guy Debord, et donc l'internationale situationniste, ils vont partager ensemble la critique de l'urbanisme moderne, fonctionnaliste, rationnel. Ils vont partager aussi la critique de l'architecture de notamment Le Corbusier. Ils vont partager également l'idée que la libération de la vie quotidienne passe par la libération autour de l'application excessive des théories urbanistiques du mouvement moderne, l'amènera alors à participer en 1966 à la création de la revue Utopie, donc qui était une revue d'urbanisme révolutionnaire, avec Hubert Tonka, Jean Baudrillard et Isabelle Auricoste. Donc là, l'urbanisme, il le dit, il est affirmé et perçu comme, je cite, un instrument de domination et de répression dont la seule issue, eh bien, c'est une stratégie révolutionnaire. Par ailleurs aussi, Henri Lefebvre fait souvent référence sur le mode extrêmement négatif aux architectes d'avant-garde, et plus particulièrement celui du Beauce et de Corbusier, qui expriment, selon lui, les exigences architecturales du capitalisme d'État qui aboutissent, alors je le cite, à une pratique spatiale autoritaire et brutale. Donc le projet d'Henri Lefebvre, c'est justement de le dépasser avec une critique de l'espace et de la vie quotidienne, car selon lui, ce n'est plus l'architecte, en tout cas de l'époque, qui décide, mais, je cite, une nouvelle conception de la vie qui commande. Donc, à partir de là, pour éviter à l'urbanisme, comme il dit, de perpétuer le capitalisme et de déposséder le citadin de son emprise créatrice sur l'espace, eh bien, il est urgent pour la société d'y apporter des solutions. Alors, cette dénonciation de l'urbanisme comme idéologie, eh bien, l'amène ensuite à la suggestion de reconstruire une théorie de la ville dans une science sociale globale. Et pour permettre ce dialogue entre sociologie et urbanisme, il va participer au colloque de Royaumont, donc tout début de mai 68, où il va, en liaison avec le ministère de l'Équipement, participer et encourager ce dialogue entre sociologues, puisque là, ce colloque était présent, entre autres, Paul-Henri Chombardelot, Henri Raymond, Raymond Ledru, peut-être qu'il était aussi, Emmanuel Castells, et puis il y avait aussi des urbanistes, avec notamment Françoise Dissart, qui était urbaniste en chef de l'État au ministère. Et ce colloque, pour lui, visait
une meilleure compréhension entre l'urbaniste de l'époque, qui, disait-il, était centré sur la ville-objet, et puis le sociologue qui, comme il l'avait d'ailleurs rappelé lors de ce colloque, je cite Lefebvre, perçoit la ville comme une société projetée sur le sol où se jouent des enjeux et des conflits de classe. Donc l'idée, c'était de permettre d'injecter une approche plus sociale, plus sociologique dans les équipes pluridisciplinaires d'urbanisme. Et c'est aussi dans cette ambiance de Royaumont qu'il va envisager, avec Raymond Ledru et puis aussi l'appui d'Anatole Kopp, de la création de la revue Espace et Société, mais qui va paraître plus tard, puisqu'elle va, le premier numéro, donc, qui est une revue de critique internationale de l'aménagement et de l'urbanisme, qui va prendre forme donc en 1970. Par conséquent, donc, porté par ce climat insurrectionnel, bouillonnant, et cette actualité urbaine spécifique, eh bien, va paraître en mars 68 le droit à la ville. Donc, avec le droit à la ville, ce livre qui devient très vite un manifeste, Henri Lefebvre nous met face à l'émergence d'un phénomène nouveau, donc une urbanisation complète de la société dont il va anticiper les retombées si aucune action ne se produit. Et pour Henri Lefebvre, donc ce processus, ça transcende tous les aspects de la société contemporaine. Donc on assiste à un éclatement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, de la ville traditionnelle, où s'impose une logique de rentabilité, de productivité, qui détruit toute forme de créativité, de spontanéité, jusque dans la vie quotidienne, qui est désormais aliénée et marquée par une désagrégation, dit-il, de la vie mentale et sociale. Alors cette urbanisation, rappelle-t-il, subordonne la campagne, envahit tout et procède d'un double mouvement, éclatement vers les périphéries où prennent place les pavillonnaires, les grands ensembles, et puis renforcement de la centralité. Par ailleurs, il insiste sur le fait que la dimension fonctionnelle domine au détriment du social, donc la valeur d'échange se substitue à la valeur d'usage, à l'appropriation par ses habitants, à l'urbanité des lieux. Par ailleurs, il rappelle également que du coup, les formes de ségrégation, qu'elles soient spontanées ou programmées, ne cessent de se développer, de se généraliser et participent largement à l'éparpillement des populations, à la désintégration de la ville comme œuvre collective. Donc les populations, dit-il, sont éparpillées, projetées selon leur groupe social, selon leur ethnie, et cela constitue, dit-il, entre guillemets, des ghettos. Alors il dit, on a des ghettos des zones intellectuelles, c'est les campus, des ghettos de richesse, des quartiers résidentiels, des ghettos de pauvres et d'immigrés, les bidonvilles, etc. Et par ailleurs, cette crise de la ville, précise-t-il, eh bien, elle est planétaire. Et on assiste partout, rappelle-t-il, à l'explosion de noyaux urbains, à une transformation des sociétés agraires qui entraîne l'expansion des bidonvilles dans les pays en voie de développement, et de l'autre côté, eh bien, une prolifération de la ville en tissu urbain, en secteur résidentiel. Donc, pour qualifier cette société, cette nouvelle société post-industrielle en gestation, en formation, eh bien, il propose le concept de société urbaine comme forme qui tend à se généraliser tout en uniformisant l'ensemble des représentations et des pratiques. Mais de celle-ci, de cette société urbaine, il espère quand même voir émerger un nouvel horizon. Un horizon qui soit plus favorable à l'homme, une nouvelle civilisation qui, rappelle-t-il, gérerait, je cite, jusqu'à l'annuler le clivage entre l'élite et le peuple, autrement dit la société duale ou triale. Donc une nouvelle société au sein de laquelle les citoyens, la citoyenneté, l'urbanité, la civilité pourraient pleinement s'accomplir. Et cet objectif est vraiment au cœur de son ouvrage, c'est-à-dire parvenir à dégager un programme de recherche et d'action politique qui puisse permettre aux hommes de se réapproprier l'espace urbain,
leur vie citadine, et puis de pouvoir restituer aux habitants une participation à la vie de la cité. Donc la solution, eh bien, elle passe par l'émergence d'un droit nouveau, le droit à la ville. Donc un droit nouveau parmi les droits de l'homme et du citoyen qui affirme la volonté pour chaque individu d'habiter la ville, de ne pas en être exclu, de ne pas être exclu de la centralité, une réappropriation de l'espace par les citoyens comme point de départ de la réalisation de la transformation démocratique de la société. Mais pour y parvenir, certaines conditions sont à mettre en place. Alors il propose tout d'abord comme mode d'action l'élaboration d'une science de la ville. Donc une science de la ville qui transcende les clivages disciplinaires, au-delà des savoirs parcellaires qui sont, selon lui, justement le règne de la spécialisation. Donc une science comme prélude indispensable à un programme de résistance et de lutte au caractère aliénant extrême de cette nouvelle société urbaine. Et à partir de là, armé, dit-il, de cette connaissance, eh bien, il sera possible de progresser vers une société urbaine et de l'humain. Mais cette condition ne suffit pas. La réalisation de la société urbaine, elle implique également une stratégie politique. Une stratégie politique qui puisse mettre en œuvre eh bien, ces moyens qui auront été élaborés théoriquement. Alors cette stratégie politique, elle passe tout d'abord à travers un programme politique de réforme urbaine qui est fondé sur l'étude des réalités et qui soit proposé aux forces politiques, donc représentant la classe ouvrière, et qui privilégie des besoins tournés vers l'homme. Il faut aussi, dit-il, des projets urbanistiques très poussés, qui fassent appel à l'imagination, qui soient appropriés par les hommes et non subis. Donc il avait une grande admiration à l'époque pour des architectes, notamment l'architecte hollandais New Babylon, qui avait fait New Babylon, qui s'appelle Constant Nieuwenhuis, j'arrive pas à prononcer son nom, et entre autres. Et puis par ailleurs, donc ces tâches nécessitent bien évidemment l'action de classes sociales capables, dit-il, d'initiatives révolutionnaires, donc la classe ouvrière. Et l'objectif est de parvenir, à partir de là, à la réalisation de la société urbaine. Donc, la mise en œuvre de ce droit, eh bien, ça permettrait l'avènement d'une société urbaine qui mérite le nom de civilisation, au lieu d'en être la négation. Alors, les retombées immédiates de cet ouvrage sont importantes dans le sens où cet ouvrage a tout d'abord provoqué une prise de conscience dans l'histoire des idées de la perception de la ville comme enjeu de société. D'autre part, parce qu'il a démontré l'absence de neutralité sociale politique de l'espace. Celui-ci, dit-il, et rappelle-t-il, est une projection des rapports sociaux, ce qui va davantage développer dans son ouvrage en 1974 la production de l'espace. Donc la ville est pensée comme processus et comme espace social. Ensuite, ce droit proclamé sous la forme d'un manifeste qui ouvre sur l'horizon d'une révolution urbaine qui sera le titre de l'ouvrage qu'il va immédiatement faire paraître après 1970, eh bien ça va habiter les manifestations de cette période et notamment ça va s'exprimer à travers les inquiétudes autour du cadre de vie qui vont commencer à s'exprimer publiquement et trouver leur prolongement, notamment dans ce qu'on va appeler les luttes urbaines des années 70, donc des mouvements de protestation contre la gestion technocratique de la transformation urbaine et qui vont notamment revendiquer la qualité du cadre de vie, avec l'idée qu'il n'y a pas que ce que l'on gagne au niveau de vie, que l'on partage, il y a aussi la qualité du cadre de vie. Donc ces revendications critiques vont ensuite un peu s'estomper dans les années qui vont suivre. Henri Lefebvre a également eu, suite à cet ouvrage, une influence, on l'a dit aussi tout à l'heure, on a évoqué rapidement, une influence considérable sur les architectes en impulsant une réflexion donc, qui privilégie le terrain, les relations avec la rencontre avec les habitants, et il leur fournit la sociologie urbaine comme science appliquée
aux problèmes urbains. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a la création des écoles d'architecture qui éclatent en unité pédagogique et qui intègrent les sciences sociales et la philosophie dans la formation. Ensuite, la revendication du droit à la ville contribue également à modifier le regard porté par les milieux politiques et sur les problèmes urbains, et notamment à ce moment-là l'accélération de la ségrégation, la critique des grands ensembles qui avait été impulsée par Lefebvre à travers cet ouvrage. Eh bien, ça va contribuer dans un contexte post-68, avec l'émergence des problèmes dits de banlieue qui commençaient à émerger, eh bien, à impulser, à inspirer des nouveaux projets vis-à-vis de ces entre guillemets banlieues, et notamment Roland Castro avec le projet Banlieue 89 affirmait être dans la mouvance du droit à la ville et revendiquer d'ailleurs largement Henri Lefebvre pour mettre en place ce projet Banlieue 89 dans lequel il insistait sur l'idée de désenclaver les banlieues. Et ça va aussi annoncer les politiques de la ville qui vont suivre et vis-à-vis desquelles d'ailleurs Henri Lefebvre restait plutôt dubitatif. Cependant, donc, l'avenir de la ville qui devait aboutir à un urbain permettant à l'homme de s'y accomplir, eh bien finalement, avec les années qui ont suivi, n'est pas allé dans le sens que Henri Lefebvre espérait, et c'est ce qu'il va d'ailleurs reconnaître quelques années plus tard dans un article qui va paraître en 89 et avec beaucoup de mélancolie, qui va s'intituler « Quand la ville se perd dans la métamorphose planétaire », où il va dresser un bilan critique et attristé, constatant entre autres que plus la ville s'étend, plus les relations s'y dégradent. Et en effet, 5 décennies plus tard, aujourd'hui, cette extension de l'urbain qui a été annoncée par Henri Lefebvre s'est largement confirmée au point de devenir, en ce début du XXIe siècle, un urbain mondialisé qui, et dans ce contexte, eh bien, on peut constater que sa pensée connaît actuellement un nouvel élan et une diffusion planétaire. Donc, alors là, je passerai rapidement là-dessus parce que ça va être évoqué dans le cours de la journée, mais la mondialisation de l'urbain, en effet, s'est accompagnée de cloisonnements qui se dessinent à plusieurs échelles, soit sous la forme de la ville globale, de l'extension de la mégalopole, ou bien à un niveau plus local, sous la forme des quartiers de communauté, des ensembles résidentiels clos, des habitats sociaux. Et tout ça tend à faire disparaître les sociabilités locales qui avaient l'espace urbain comme support. Et face à cette évolution croissante des inégalités urbaines, eh bien, ça devient un terreau propice actuellement à une renaissance de ce droit à la ville qui se transforme à l'échelle planétaire en Right to City, qui est la version mondialisée du droit à la ville. Et cette diffusion internationale contemporaine, mais ça on le verra après, je pense, sera impulsée notamment par, sous l'influence de l'école américaine avec les géographes anglo-saxons, notamment Edward Soja et David Harvey, qui vont relancer l'idée de l'espace comme possibilité de résistance collective. Et cette approche va être reprise ensuite par les mouvements civils urbains, FSM, ETEC, etc., puis par les grandes institutions internationales telles que l'ONU, l'UNESCO, où le désormais Right to the City est annoncé comme levier de la lutte contre les relégations. Donc cette renaissance du droit à la ville, qui reste son héritage le plus médiatisé, et malgré les distorsions qu'il subit, eh bien, a au moins témoigne du rappel incessant, et qui était d'ailleurs au cœur de son ouvrage, de l'importance de l'espace comme un espace socialement construit par des rapports de force, comme terrain de contestation et comme enjeu de lutte, et qui, dans le contexte contemporain, eh bien, prend une ampleur sans précédent. Donc, en définitive, donc, Henri Lefebvre, à travers cet ouvrage, Le droit à la ville, a donc permis la diffusion planétaire de cette exigence de droit à la ville. Il a favorisé une progression dans l'appropriation de la ville par le citadin, et ce qu'il a exprimé surtout, et aussi dans son ouvrage, Le droit à la ville, c'est
c'est en fait c'est la ville à venir, celle qu'il souhaite et qu'il désire. Et ce qui ressort de cet ouvrage également, c'est que son espace et sa ville sont en fait un projet, une volonté qu'il espère collective. Donc cette ville ou société urbaine comme perspective à construire reste toujours d'actualité et pose encore la question, eh bien, quelle ville voulons-nous? Et ça interroge à nouveau la place du droit à la ville comme moyen d'action possible pour la construction d'une société plus démocratique. Donc sa pensée urbaine recontextualisée aujourd'hui, eh bien, laisse encore des pistes pour penser le monde urbain et les actions à venir pour le rendre, comme il disait, digne de l'être humain, comme il souhaitait le voir évoluer. Et c'est sans doute de cela dont nous allons discuter tout au long de ces 2 journées. Merci beaucoup. On a dit un quart d'heure, 20 minutes, donc des réactions, des questions rapides. Hugues Thierry de l'Université, ça marche? Hugues Thierry de l'Université Lyon 1. J'ai commis quelques ouvrages sur Henri Lefebvre, avec mon voisin en particulier, Armand Genberg, et puis Laurence Coste avait bien voulu y participer, ainsi que Thierry Paco, Grégory Busquet, Claire Revol, Sylvain Sangla, quelques autres. Et alors j'étais tout à fait intéressé par ce colloque, bien sûr, et cette première intervention. Je fais juste 2 petites remarques. Il n'a pas été exclu du Parti communiste parce que la cellule du CNRS à laquelle il participait se serait opposée. Donc il a été suspendu pour 1 an. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas repris sa carte, même si dans les 10 dernières années, sous l'influence, entre autres, de Catherine Régulier, sa seconde femme, eh bien, il s'est rapproché du mouvement communiste du parti du PCF. Et deuxième remarque, ça c'est le contresens a été fait, pas dans votre intervention, mais par Rémi S. L'idée selon laquelle il n'aurait consacré que 5 ans de sa vie à la ville, c'est totalement faux. Claire Revol, dans sa thèse, fait justice aussi de cette idée. En fait, dès par exemple 1961, et avant aussi, dans son livre sur la Commune de Paris, qui s'appelle La Proclamation de la Commune, il montre que la lutte pour la conquête de l'appropriation de l'espace est au cœur de ce qu'on appelle quelquefois les luttes de classe, les conflits sociaux, etc. Donc voilà les 2 petites remarques que j'ai faites. Le contresens a été un peu fait et au colloque par ailleurs fort intéressant de Tours qui a eu lieu il y a quelques jours, et Grégory Busquet m'a remercié d'avoir fait la rectification. Je connais d'abord une femme, mais il n'y en a pas. C'est pas une femme. Je voulais demander, est-ce que vous pouvez établir un lien entre la publication du livre et la circulaire Guichard qui, 3 ans après, a arrêté les grands ensembles en France? Et à l'époque, je me souviens très bien, puisque je commençais à travailler, cet arrêt des grands ensembles avait suscité une très grande contestation, notamment des maires, et particulièrement des maires communistes, sur lesquels beaucoup des grands ensembles étaient en cours de construction. Donc, puisque vous ne l'avez pas mentionné, et ça a été quand même une étape charnière, et avec le débat de savoir quel est le rôle de l'État dans la planification urbaine en France. Honnêtement, je ne peux pas faire le lien, je n'ai pas vu d'éléments, ou je ne les ai pas dans son ouvrage ou dans les interviews que j'ai pu
lire de livres et des réactions qui ont suivi son ouvrage. Je n'ai pas réussi à trouver d'éléments qui puissent dire qu'il avait eu une influence directe sur l'arrêt de la construction des grands ensembles. Peut-être, mais je ne suis pas complètement... Enfin, je pense que je ne suis pas complètement convaincu, ou alors pas tout seul. Parce qu'il y a eu d'autres sociologues, entre autres, qui avaient quand même évoqué le caractère compliqué des grands ensembles, que ce soit même Chambard-Delot, il avait mis en évidence que les relations que ça entraînait, ce que ça pouvait provoquer comme difficulté. La Sarcellite, on en parlait de plus en plus. Chambre-Breton, le maire, avait bien insisté sur le fait que ça ne répondait pas du tout à ce désir de pouvoir rapprocher les différentes catégories sociales. Donc je pense que c'était aussi dans tout un ensemble. Probablement il y a eu influence, mais je ne peux pas dire que ça a été aussi direct. Je pense que ça s'inscrivait dans un... Le film de Godard sur ça. Serge Orlotti, merci pour ce bel exposé. Vous dites que Henri Lefebvre a eu de l'importance pour les architectes. Je voudrais quand même témoigner que les architectes ont eu beaucoup d'importance pour la montée en puissance, si vous voulez, de la réflexion d'Henri Lefebvre sur le droit à la ville. Puisqu'avant 68, Henri Lefebvre fréquentait l'atelier de Montrouge. Et d'ailleurs, avec Pierre Régoulet, en 70, il créera Espace et Société. Comme on a la chance de voir Paul Chemetov, est-ce qu'il ne pourrait pas nous parler de ses relations avec Henri Lefebvre avant 68 ? Oui, cette réunion nous force à relire Henri Lefebvre, ce que j'ai fait, et j'ai trouvé un autre livre que celui que j'avais en mémoire. Je crois que avant de répondre à la question de Serge Orlotti, je crois qu'il faut se rendre compte du caractère un peu polyphonique de ce travail, et il y a quelque chose. C'est la première fois que je le voyais comme un texte oral et non pas comme un texte écrit. Et on trouve même, c'est contemporain, certaines influences des jeux de mots de Lacan. Évidemment, ce ne sont pas des jeux de mots, mais je crois que si on oublie ces plusieurs lectures possibles d'Henri Lefebvre, on le rétrécit. Et avant de parler de ceux dont on me somme de parler, je voudrais revenir sur quand même 2-3 choses. Cette relecture me montre qu'on ne peut pas avoir une pensée mécaniste du travail de Lefebvre. Et notamment, il insiste très fortement sur le projet politique. Et pas seulement sur l'espace. Il dit l'espace doit être dépassé par le devenir et le temps. Et il est assez critique sur les politiques du seul espace. Et il insiste aussi sur 2 autres notions, l'œuvre et la fête. La fête non pas comme déchaînement, mais comme une tentative de réconciliation de l'usage et de l'échange ensemble, et des lieux qui permettent cela. Maintenant, on pourrait relire une des toutes dernières lignes du livre de Lefebvre, mais les rapports que j'ai eus avec Lefebvre sont bien plus tardifs, les rapports proches. Je l'avais fait venir à Marseille en 89, à 2 ans de sa mort, et à l'époque, je m'occupais un peu de l'urbanisme de cette ville, et au désespoir de certains politiques et du mien ensemble. Et Lefebvre s'était lancé dans une espèce d'invention. Il voulait faire une rythmo-analyse de Marseille. Je crois que c'était sa dernière lubie ou son dernier hobby. C'est-à-dire penser la ville aussi comme rythme, c'est-à-dire penser la ville comme temps. Et à l'époque, je l'avais trouvé un peu perché, un peu singulier, mais en y repensant, je pense que
il avait profondément raison. Et on n'a pas encore exploité tous ces thèmes. Et si vous permettez, je vais lire peut-être la dernière ligne de son bouquin. Excusez-moi, je change de lunettes. Toutefois, il y a peut-être des problèmes faciles à résoudre, dont la solution est là toute proche et que les gens ne se posent pas. Était un marxiste, parmi les plus grandes de la galaxie marxienne du XXe siècle, parmi peut-être les plus féconds, pour le meilleur ou peut-être pour le pire, beaucoup lui ont reproché d'ailleurs, en disant que cette pensée-là avait aussi fermé les portes par rapport à sa propre pensée, etc. En tout cas, il s'est intéressé à Marx parallèlement à l'existentialisme ou d'autres choses. Ça traverse complètement, c'est-à-dire son analyse de la ville, le droit à la ville, etc. C'est totalement d'inspiration marxienne, mais ce qui est très important, c'est qu'il ne fait pas qu'appliquer le marxisme à la ville. Il a une véritable pensée. Il dit à un moment donné, même dans le droit à la ville, qu'il faudrait repenser toute l'histoire de la philosophie et de la pensée à l'aune de la ville. C'est-à-dire ce que la ville interroge dans la façon dont les hommes ont construit leur pensée à travers toute l'histoire de la philosophie. Et je pense que ça, c'est un des apports les plus importants d'Henri Lefebvre, qui a une pensée foisonnante, très foisonnante, mais y compris avec des ambiguïtés, des contradictions propres. Il a un rapport très contradictoire à la question de la nostalgie, à l'histoire de la vie. Quelquefois, il veut y revenir, quelquefois, il dit que de revenir n'est pas possible. Donc, il y a tous ces éléments-là, mais parce que c'est très foisonnant, il ouvre sans cesse des possibles. C'est aussi ça qui était pour moi très très important, c'est une pensée des possibles. Et puis, c'est une pensée un peu éponge. Paul Chemetov parlait de Lacan, mais il y a des tas de penseurs, d'auteurs qu'il a lus, il ne cite pas nécessairement, il faudrait en trouver linéairement. Un autre ouvrage qui était sorti quelques années avant, en 1965, qui est l'ouvrage de Françoise Choët, Urbanisme, Utopie et Réalité, a eu une importance très importante pour lui. Ils en avaient discuté ensemble, ils en avaient échangé, parce que Choët, c'est aussi la première personne qui, à un moment donné, ouvre le champ de l'urbanisme en réfléchissant sur des auteurs qui, a priori, on ne pensait pas pour des architectes urbanistes, c'est-à-dire Marx, Engels, Victor Hugo, les penseurs de romantisme, etc. Et il est tout le temps dans ces échanges, mais comme il ne le cite pas expressément, et qu'il y a une dimension très orale, ça a été dit, et très foisonnante, je pense que c'est aussi une pensée qu'il faut sans cesse revisiter, parce que quand on lit d'autres personnes, tout d'un coup on retrouve des échos potentiels, et je pense que cette réflexion sur ce qu'il a pu croiser avec d'autres auteurs est très importante. Dernier élément par rapport à ce qu'il disait par Philippe Pavret, et qui part aussi d'anecdotes personnelles. Effectivement, il a été complètement squeezé. Moi, quand j'étais étudiant en 2 à l'urbanisme, Henri Lefebvre n'était pas dans la bibliographie. Et pas seulement lui, toute la sociologie critique française, sociologie urbaine critique française des années 70, que ce soit d'inspiration lefebvrienne, althusserrienne, deleuzienne, foucaldienne, etc., était hors de cette bibliographie. Et j'avais à côté de moi des étudiants américains qui étaient venus à Paris pour faire leur thèse, ils avaient ces ouvrages dans leur bibliographie aux États-Unis. Donc ça fait partie aussi d'une spécificité de l'université française qui a complètement squeezé à un moment donné la pensée lefebvrienne dans l'institution universitaire. Oui. Je trouve... Enfin, c'est une question qui est une fausse question, mais qui est en même temps une vraie question. Il me semble... Non. Il me semble que dans l'évolution des réflexions sur la ville et des réflexions sur une critique de l'architecture fonctionnaliste et des grands ensembles, il y a un travail important du type Raymond Aumont. Voilà. Bien. Si ma mémoire est bonne, Lefebvre fait la préface. Et si ma mémoire est bonne, est un programme de recherche qui est en grande partie, c'est assez paradoxal, financé, auquel Lefebvre participe, et qui est en grande partie financé par l'ordre des architectes, qui à l'époque ne peut pas être qualifié comme un mouvement particulièrement progressiste. Hein? Mais voilà, l'argent n'a pas d'odeur, et
Voilà, je sais. Il y a peut-être dans la salle quelqu'un qui est plus au courant que moi de cette époque. Oui, voilà. Mais non. Alors une révélation. C'est Bonny. Oui, il y était. Oui, Laurent Bonny. Le ROC, effectivement, sociologie urbaine de Nanterre, créé en même qui était assistant de faire, on de cette époque, publié des ouvrages et organisé des rencontres avec les étudiants de Nanterre, qui d'ailleurs avaient lieu à la Verrière, sous l'égide du professeur Sivadon, qui faisait financer même des publications, je pense par les laboratoires médicaux, donc l'argent n'a toujours pas d'odeur, mais en tous les cas, les participants au groupe de sociologie urbaine le STCAU en faisait état dans ses publications. Alors STCAU, je ne sais pas si je retrouve ce que ça voulait dire. Enfin, je crois que c'était le ministère de l'Équipement qui avait cette petite publication. Donc ça serait il faut, ceux qui ont des étudiants, il faut leur faire une recherche là-dessus. Parce que je ne sais pas si Philippe, tu étais là le jour où Henri Lefebvre a fait son cours sur les grands ensembles dans le Grand Amphi. Et je ne me souviens pas si c'était en fin 67 ou début 68. Mais j'en profite pour faire un hommage à la présence d'Henri Lefebvre dans l'amphi. Et d'ailleurs, j'ai même envie de me lever parce qu'il a parlé de Lefebvre, donc on en a parlé quand même déjà. Et lorsque Lefebvre est entré dans l'amphi, il a commencé son intervention en disant « Le Corbusier a tué la ville ». Et alors il a marché un peu, et il s'est retourné, et il a dit « En tuant la rue, le Corbusier a tué la ville ». Et là, il est parti sur un dithyrambe sur l'espace ségrégatif du grand ensemble, et le titre de son cours, c'était « L'espace ségrégatif du grand ensemble ». Donc, tout ça pour dire que, en fait, il y avait quand même pas mal de, enfin, je ne sais pas combien on était, mais il y avait quand même pas mal de gens qui étaient à la fois au courant de ce que faisait Henri Lefebvre et, d'une manière générale, des publications de la sociologie urbaine. Donc, on doit retrouver des gens qui ont suivi ça. Moi, j'étais étudiant en architecture, donc j'étais plus au Grand Palais qu'à Nanterre, mais il y a des gens qui étaient à Nanterre, donc il faut bien savoir, il faut bien connaître les publications du ROC. Personnel et à l'appréciation de la place de Lefebvre, Gus, peut-être tu t'en souviens, que dans les années 80, et moi, mon souvenir, c'était que ça a été un événement extraordinaire à l'école d'architecture du Plessis, qui est la plus grande école en tant que nombre. Et l'amphithéâtre était archi plein. Les gens ne pouvaient pas rentrer. C'est-à-dire qu'Henri Lefebvre, dans les années 80, en tout cas à UP6, c'était quand même la méga star. Je veux dire, waouh, il y avait. Je ne sais pas qui on pouvait faire venir de plus important pour les étudiants de la formation des architectes et des urbanistes à l'intérieur. Et si nous faisons ce colloque, on n'a rien caché, c'est précisément par stratégie pour le remettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il ne soit pas oublié en France, alors qu'il est extrêmement repris, notamment à travers le slogan « Le droit à la ville », dont on discutera plus avant cet après-midi, notamment avec l'intervention de Marc Purcell et demain, l'écart qu'il peut y avoir entre la reprise du slogan et ce que Lefebvre voulait dire. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un rapport de curé avec Lefebvre. C'est pas parce que Lefebvre voulait dire de cette manière que c'est ça qu'il faut faire et que c'est ça qu'il faut comprendre, mais il faut au moins avoir conscience de l'écart qu'il y a entre la revendication telle qu'elle se formule du droit à la ville et ce que Lefebvre en disait dans ses livres, qui était une revendication qui n'était pas de l'ordre, comme il l'explique assez bien, c'est pas un droit libéral, c'est une proposition révolutionnaire d'une certaine manière qu'il fait, et dans laquelle ce qu'il met en avant, c'est en particulier la dimension d'appropriation autogestionnaire, dans les termes qu'on employait à l'époque, qu'on n'emploie plus aujourd'hui si souvent, mais c'était de cela dont il était question. Et il dit une chose, à mon avis, très importante à propos de ce que tu dis maintenant sur le rapport à Marx, c'est que ce qu'il dit, c'est qu'il
il est marxiste, et en même temps, il dit qu'il y a une limite. Il faut aller chercher chez Marx ce qui n'est pas. Et il dit la question du logement a été traitée par Engels et elle n'a pas été développée et activiste. Et dans son conflit avec les marxistes à l'époque, parce que certes il n'a peut-être pas été exclu du Parti communiste, mais il est marxiste et dans un rapport dissident et marginal avec la pensée marxiste d'alors. Et le cœur de sa confrontation porte sur la question économique. C'est très intéressant qu'il finisse son livre par cette référence au livre du Capital, qui est plutôt un livre économique. Ce dont il parle, c'est d'un projet dans lequel la question anthropologique globale domine. Il ne s'agit pas de régler l'habitat. D'ailleurs, il le dit à un moment donné très bien, je n'ai pas réussi à retrouver cette citation, il dit « La classe ouvrière a gagné en confort, elle a perdu en vie, elle a perdu en pouvoir, en appétence, en plaisir. » Donc, c'est de ça dont il parle. Il parle du pouvoir d'être. C'est pour ça qu'il ouvre, et il est fidèle à Nietzsche tout le temps. C'est-à-dire que cette référence à Nietzsche, c'est la référence au pouvoir d'agir et au pouvoir de vivre. Et ce qu'il vise, c'est la reconquête de la ville comme étant le lieu à la fois de la fête et du pouvoir. Et donc, du pouvoir, pas simplement du pouvoir étatique, parce qu'il est très anti-étatiste, mais du pouvoir d'agir, du pouvoir de décider, du pouvoir de vivre. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il a été un marxiste hétérodoxe, assez marginal, mais encore une fois, ce que je disais en introduction, c'est qu'il montre qu'il y a, on ne sait pas très bien, c'est un peu du collage, une réflexion philosophique qui devient une espèce de grande parenthèse dans son livre. Enfin, il est polysémique, ce que tu as rappelé aussi, ce rapport à la violence. Mais en tout cas, il a un rapport ouvert dans son rapport avec Marx et très créatif. Bon, on peut peut-être enchaîner, parce que de toute façon, Gus, vas-y. Justement, c'est un peu dans le prolongement de... c'est vrai que, notamment quand on a occupé l'école des Beaux-Arts, avant même donc la création de UP6 en 69, les deux livres qui avaient été découverts, parce que les étudiants en architecture ne lisaient pas, évidemment, et donc on avait été obligé d'organiser des séances dans lesquelles, pour éviter qu'au bout de 5 pages, ils partent au café, ils se lisaient des livres. Le renouvellement du marxisme, j'y ai participé. Et il est reparti en repartant à la fois sur la vie quotidienne, mais aussi il a cité la cybernétique. Ce qui était quand même très intéressant de voir qu'il avait, on n'appelait pas ça le numérique encore, on appelait ça la cybernétique, mais il était reparti sur comment il avait toujours été dans la pensée marxiste et dans le renouvellement de la pensée marxiste. Voilà, c'était une de ses dernières interventions, c'était extrêmement net. Yvan Rasseter du Pacte Cédic et de la COP des communs. Je ne vois pas dans les présentations du colloque une critique de l'idéologie des smart cities. Alors ça me semblerait être dans le prolongement de la critique de l'urbanisme fonctionnaliste. Il faut venir demain après-midi. Il y a pas vous avez parfaitement raison, il y a d'autres éléments critiques demain. Voilà. Bon, il y a des choses qui manquent demain, notamment la partie de demain après-midi, peut-être celle-ci, d'autres ont été pointées également. Bon, ça ne sera pas parfait. Initialement, il avait déposé quelque chose. On avance. Une pause. Ah oui, vous voulez une pause? Non, Pas de pause, on avance? Allez. Go. ça sert à rien, pas de... Il faut pas faire. Si au moins nous donner du café. Même pas. Pas de pause, pas de café. Oui. Alors, je fais une dernière nouvelle. Claire Revol est bloquée à Grenoble et ayant eu un léger malaise, elle a préféré ne pas risquer un voyage compliqué. Donc je ne peux pas en dire davantage.
Donc, Jacques, c'est à toi. Boucher les trous. Je te mets assis ou debout? Comme tu veux. C'est au choix. Je vais tester. Bonjour. Avec Laurence Coste, vous avez eu une présentation minutieuse et fine, attachante et attachée à la pensée d'Henri Lefebvre. Avec moi, ce sera autre chose. Pour vous en donner une idée, je pensais à vous raconter, à l'instant, à vous raconter une anecdote que j'avais évoquée devant notre ami Philippe Panaret hier soir et qui l'avait fait sourire. Alors je vais vous la raconter. C'est celle de ma première et unique rencontre avec Henri Lefebvre. Il y a très longtemps, donc au début des années 70, je venais d'être nommé au département de sociologie de Nanterre. Et lui, il était en partance de ce département. Et on se croise, on se retrouve seul dans cette salle des profs à un moment. Et là, il vient vers moi et il me dit sur un ton combinatoire, « Monsieur, quand on arrive ici, on doit venir se présenter à moi. » Et moi, je suis resté quoi? Mais devant un tel orgueil mandarinal, me disant, mon Dieu, c'est un gay ce mec. À une époque où on enrichit les mandarins, comment fait-il pour se comporter ainsi? Bon, alors, je profite de votre invitation pour lui faire quand même, avec 50 ans ou presque de retard, le salut qu'il voulait. Même si ce sera un salut d'une nature un peu différente de celui qu'a fait Laurence Coste. Disons que mon propos sera plus un souci de contextualiser sa réussite et de mettre en question, au sens positif et négatif comme vous voudrez, son actualité. Contextualiser, c'est dire, bon, bah, ce livre, Le droit à la ville, est sorti à un moment où on assiste en France effectivement à l'émergence de la sociologie urbaine dans les années 50 et 60, sous la poussée d'une série d'auteurs venus de sociologie bien sûr, mais aussi de géographie et parfois de philosophie comme Henri Lefebvre. Ce qui cristallise alors cette production intensive, cette tardive par rapport à l'école de Chicago aux États-Unis, qui a commencé au début du XXe siècle, mais est fébrile, si on en juge par le nombre de ceux qui s'y jettent. Ce sont des raisons que vous connaissez tous, l'accélération de l'urbanisation, on rattrape un temps perdu considérable par rapport aux autres pays comme l'Angleterre, et en réponse à cette accélération des migrations du village à la ville, la construction des grands ensembles à la périphérie des villes et le fameux malaise des grands ensembles, sur lequel vous n'auriez pas de sociologie urbaine. Ce malaise des grands ensembles qui correspond à un manque de qualité de vie offerte à ceux qui y arrivent, qui fait l'objet de préoccupations et d'une littérature intarissable. Alors, de toute la littérature produite à cette époque, par la sociologie urbaine au sens large, évidemment, Le droit à la ville est le livre qui
a eu le succès immédiat le plus fort est celui qui reste la référence de cette époque, c'est le seul qui reste une référence. Vous pouvez prendre, aucun autre ne fonctionne comme référence véritablement. Alors ce succès rapide et durable m'incite à poser deux questions. La première, c'est quelle a été l'astuce, la trouvaille de Lefebvre avec ce livre par rapport aux autres productions de son époque, qui fait donc sa réussite du moment. Hein, ça a été quoi son truc? Il faut raisonner un peu comme ça, comme des fabricants, des producteurs. Bon, hein, il a trouvé un truc. Et deuxième question, son succès est-il encore fondé par rapport au devenir de l'urbain considérable, aux transformations considérables de l'urbain depuis cette époque? Ou est-il le seul fruit d'un attachement résiduel aux certitudes subversives de cette époque que vous évoquez encore avec un peu, on sent bien, un attachement très fort? C'est touchant. Pour moi, j'en ai fait partie. Bien sûr, bien sûr. Qui a même été exclu du Parti communiste, bien sûr, rassurez-vous. Ça faisait partie de la doc, si on peut dire, de la légitimité de l'époque. On ne valait rien si on n'était pas exclu de ce truc. Bon. Ouais. Alors, première question, à quoi tient le succès de ce livre à l'époque de sa parution? Succès immédiat, rapide, formidable auprès de tout le monde, et les étudiants, et pas que les étudiants en architecture urbanisme à l'initiative de leurs profs, hein, pas que. Alors, je dirais, par rapport à un basculement du mode de réflexion qui dominait dans cette sociologie urbaine émergente. C'est une sociologie urbaine où, en gros, on analysait les déficits de l'urbain au plan social et la nécessité de mettre plus de vie sociale pour compenser ce déficit. Et lui Lefebvre, son analyse consistait, ben non, il faut plus d'urbain, et non pas plus de social, il faut plus d'urbain, il faut s'appuyer sur les mérites de la ville pour produire une société libre et émancipée. C'est ça son basculement. On ne va pas faire plus de social pour compenser l'urbain, on va faire plus d'urbain, une ville, la ville qui, en raison de ses mérites, contre l'urbanisme, pour faire une société émancipatrice, libre, égalitaire, révolutionnaire, désaliénée, tout. Voilà. Alors, pour exemple de cette sociologie urbaine empirique classique, centrée sur les difficultés sociales produites par l'urbanisation, on peut prendre les équipes conduites par Paul-Henri Chambard-Delorme, déjà été évoqué, lequel inscrit sa démarche, il faut s'en rendre compte, hein, dans une très longue tradition de préoccupation morale des méfaits d'urbanisation qui apparaît dès le début de l'urbanisation, donc au début du XIXe siècle. Au XIXe, cette préoccupation morale est d'ailleurs le fait des premiers sociologues, si on peut dire, qu'on appelait à l'époque observateurs sociaux. Des observateurs sociaux, c'est ceux qui, comme Louis-René Villermé, faisaient des tableaux physiques et moraux de l'état des classes populaires en ville. En ville, dans les bas-fonds où ils vivaient. C'est des méfaits qui étaient surtout liés, bien sûr, à l'époque, à leur entassement. À l'entassement des gens arrivant en ville. Bon, je fais ça parce que, vous savez, les retraités, quand ils ont un public, c'est l'occasion de faire un cours, ils ne peuvent pas s'empêcher, alors il ne faut pas m'en vouloir, mais je suis sûr que ça vous arrive de temps en temps aussi. Bon, alors, un petit cours sur le charme au XIXe siècle de cet entassement, c'est de produire une triple dépravation morale symbolisée par l'homme au bistrot,
l'enfant au trottoir et la femme où? À l'église. Non. Non, l'enfant à la rue et la femme au trottoir. Au trottoir. Parfait. Parfait. Non, pardon, c'est moi qui avais fait une... Alors, bien sûr, au milieu du XXe siècle, on est sorti de cette question de l'entassement et des méfaits de l'entassement, grâce au grand ensemble, donc. Mais on voit apparaître un nouveau problème moral, celui lié à la séparation des familles dans leurs logements respectifs, à la perte du lien social qui en résulte et de ce soutien moral qu'il procurait au village. Et c'est cette perte, c'est la perte de ce lien qu'ils avaient au village qui provoque ce malaise, ce sentiment de ne pas avoir de vie sociale. C'est une préoccupation d'époque, c'est pas que Paul-Henri Chambard-Delhomme, hein, c'est les Anglais, les sociologues anglais les plus célèbres de cette époque, les seuls que je conseillerais de lire, que je conseillais de lire à mes étudiants quand j'en avais, c'est les deux très célèbres Peter Young et Wilmot, que je ne dise pas de bêtises, Michael Young et Peter Wilmot, qui avaient écrit Le village dans la ville. Hein, Le village dans la ville, c'est un livre sur l'Est de Londres, où en 1957, ils décrivent très bien comment les gens qui viennent du village à la ville ont besoin de se retrouver dans un quartier où ils peuvent être très proches et garder quelque chose du mode de leur relation antérieure. Oh, il y a des choses qui changent, par exemple, comme les compétences rurales de l'homme n'ont plus grand sens dans la ville, c'est la femme qui devient hégémonique. Parce qu'elle, ses compétences, elles continuent à rester valables dans la ville. Compétences en termes de nourriture, d'éducation des enfants, de l'art de préparer au mariage, etc., de savoir, bref, de sorte que le jeune homme qui se marie doit venir chez la belle-mère. Hein. C'était d'ailleurs un des problèmes les plus amusants de ceux qui racontent. Ou bien on a en France, vous savez, que Henri Coin, avec sa description dans les années 60, de la rénovation urbaine de ce coin villageois du 13e arrondissement, qui était fait de petites maisons, petits immeubles, où se retrouvaient beaucoup de migrants villageois. Oui, j'imagine que vous connaissez. Et qu'on a détruit pour mettre des immeubles de bureaux, et pour le coup, on a envoyé cette population dans des grands ensembles, au loin. Et là sort la phrase fameuse on ne peut pas saluer son voisin depuis le balcon dans la rue, depuis le balcon du 13e arrondissement, du 13e étage. Donc, on est foutu, on n'a plus de vie sociale. Bon, c'est ça, c'était ça la thématique obsédante de l'époque, et c'est par rapport à cette thématique que Paul-Henri Chambard-Delhomme, lui, s'est dit, oui, il faut mettre le paquet là-dessus, pour restaurer cette sociabilité de type quelque peu villageoise. Mais il a essayé, il s'y employait de toutes les façons possibles, il a essayé de faire pression sur les architectes. Mais les architectes, comme vous le savez bien, étaient surtout soucieux de satisfaire au commun public, de convenir au commun public et de satisfaire leur ego démentiel. Vous savez bien comment ils sont, aux analyses. Donc, ce n'est pas les livres, hein, ceux qui sont ici. C'est des créateurs. Bon. Alors, le coup de bascule que produit le fait par rapport à cette préoccupation classique des sociologues urbains, c'est de dire, mais le problème, c'est pas de mettre plus de social pour compenser les méfaits de l'urbain, mais plus de ville, parce que c'est la ville qui est menacée par l'urbanisation. C'est pas les gens qui sont menacés, c'est d'abord la ville.
faisons une ville, bon, c'est d'elle qu'il faut partir pour rétablir le rapport entre l'urbain et le social, un rapport qui puisse être un rapport émancipateur, libérateur, et pas d'ajouter un peu de lien social dans les grands ensembles. Ça, c'est une erreur. Donc, c'est par la ville, c'est de la ville qu'il faut partir, de sa centralité, où la centralité, pour le faible, c'est une déesse, de ses rues, de ses places, de la relation libre qu'elle crée entre les individus et le collectif, et de cette ville qui peut faire une société émancipée pour peu que la valeur d'usage l'emporte sur la valeur d'échange, cette horreur. Vous croyez qu'il y aura des villes sans valeur d'échange? Bon. Passons. Et que cette valeur d'usage permette de déconditionner l'homme de ses besoins bureaucratiquement définis. Hein, Alors, soit, là encore, une démarche avec le fait qui s'inscrit dans l'histoire, alors non pas l'histoire des bienfaisants comme les observateurs sociaux que j'évoquais, ni même celle des bien dessinants comme ceux qui héritent des beaux-arts. Les beaux-arts qui sont en train de mourir à ce moment-là, comme le raconte notre ami Padret avec désolation, nostalgie et néanmoins critique. Bon, c'est la fin. Mais la tradition, c'est celle des insurrections, comme cela a été évoqué, hein, comme la reconquête du centre, ville de Paris, par les communards en 71, dont ils avaient été chassés par l'urbaniste Haussmann, qui avait voulu tout sauf les ouvriers, le peuple, et ces ouvriers qui reprennent glorieusement le centre, possession du centre, quand les bourgeois, trouillards, ont foutu le camp à Versailles, trouillards des Prussiens ont foutu le camp à Versailles. Bon. Ça donne un très beau livre de Lefebvre, effectivement, sur la proclamation, sur la fête. C'est la ville comme fête, là, c'est magnifique. Et cette invocation du droit à la ville, par Lefebvre, à ce moment-là, trouve tout de suite son illustration, bien sûr avec mai 68, 2 mois après sa parution. Alors, la reconquête de la centralité, vous vous souvenez bien, les petits vieux qui ont mon âge, c'était l'occupation de la Sorbonne. La Sorbonne incarnait la centralité. C'était ces nuits qu'on passait dans le grand amphi à écouter des conneries, tout en caressant un peu la voisine. Bon, c'est pour faire ça. Enfin, on était dans la reconquête du centre, on le savait. Bon. Et puis la fabrication d'une société désaliénée, c'est ce qu'on faisait quand on renversait, je l'ai fait, des voitures, c'est symbole quand même de la société de consommation, pour faire des barricades, comme si on était des glorieux communards d'autrefois, avec en plus le droit à la ville dans la poche, je vous certifie pour moi. Donc, hein, alors, ça c'est pour vous contextualiser la réussite du droit à la ville à sa parution. Question maintenant, est-ce que ce livre est encore d'actualité vraiment? Question qu'on ne devrait pas poser, compte tenu de la célébrité persistante de l'ouvrage qui a été fort bien évoqué, tant auprès des professionnels que des politiques. Mais est-ce que la référence qui est faite n'est pas plus rhétorique que théorique? Je pencherai pour la première hypothèse, pour l'hypothèse plus rhétorique que théorique, si on en juge par l'importance décisive qu'Henri Lefebvre accordait à la notion de centralité, à la fonction émancipatrice de celle-ci. C'est la centralité qui fait la ville pour lui et qui fait la force de la ville, alors que dans la société totalement urbaine dont il a reconnu les institutions, la valeur qui s'installe et qui remplace la centralité de plus en plus, c'est la connectivité. La connectivité, c'est ce qui
permet d'établir une communication entre différents types d'espaces urbains qui ont tous leur raison d'être et qui se sont développés depuis la fin depuis les années 70, surtout, de sorte que le problème pourrait bien être non plus d'aboutir la ville comme processus de l'urbanisation, d'une bonne urbanisation bien comprise, mais d'accorder en quelque sorte les mouvements qui font ces différents types d'espaces urbains pour qu'ils s'équilibrent. Mais je vais essayer d'expliquer cela, d'expliquer pourquoi je doute de cette insistance de Lefebvre sur la centralité et de son actualité maintenant. Pourquoi dire que la centralité perd de sa pertinence depuis ce moment? Parce qu'on a changé de question urbaine. La question urbaine, elle était déterminée en ce temps-là par, comme je vous le disais, le mouvement du village à la ville, un mouvement qui venait d'un lieu de soumission aux normes communautaires à un lieu d'émancipation escompté au moins, et qu'il s'agissait d'accomplir au mieux, et c'est ce que proposait le droit à la ville. Le droit à la ville, c'est faisons en sorte que l'urbanisation soit bien aboutie et qu'on se retrouve tous avec une vraie ville au terme du processus. Maintenant, la question urbaine, elle n'est plus liée à ce processus, elle est liée à une multiplicité d'autres processus, d'autres mouvements, des mouvements qui ont chacun une raison d'être durable et qui produisent un type particulier d'espace urbain, des mouvements qu'il s'agit maintenant d'accorder et non plus, enfin pour qu'ils ne se nuisent pas trop mutuellement, et c'est le rôle de la collectivité, et non pas de produire un modèle unique bien défini de ville. Alors, quel mouvement? Ben, vous les connaissez, moi pour ma part décrit ça dans la ville à 3 vitesses, mais bon, on peut le décrire autrement. Il y a le mouvement qui va de la ville au village, c'est-à-dire l'exode urbain, que vous connaissez bien, mais qui est emprunté pas que par les petites classes moyennes qui veulent aller dans des pavillons à la sortie des villes, qui est emprunté par les ouvriers qui suivent les entreprises à la recherche qui elles-mêmes sont à la recherche d'une emprise foncière moins chère et qui vont vers les petites ou moyennes villes à distance des grandes aires urbaines, et les ouvriers suivent d'autant plus facilement qu'ils pensent avoir ainsi accès à la propriété pour les mêmes raisons, donc se payer un pavillon un peu plus loin, etc. C'est un mouvement suivi par les retraités, suivi par une partie du classe supérieur aussi, qui veulent jouer à des aménités campagnardes. Bon, mais ce mouvement, il produit une nouvelle réalité. Il n'est pas de la ville en moins décatie, il n'est pas de la ville défaite, il n'est pas de la ville dissoute. Il produit une nouvelle réalité urbaine, qu'on peut appeler le village urbain. Le village urbain, c'est un espace hypo-urbain qui est attirant pour beaucoup, à raison de sa faculté d'offrir les vertus du village. Les vertus du village, c'est le calme, les aménités paysagères, plus les vertus de la ville, celles qui sont intéressantes, c'est-à-dire la sociabilité non contrainte, à la différence du village d'antan, et sans la pression de la ville. Donc ça c'est un processus qui est non-stop. Et depuis les années 60-70 surtout, il se développe de plus en plus. Tous les villages deviennent des villages urbains. Il n'y a plus de villages ruraux, il n'y a plus que la police qui s'écrit dessus, comme dans mon village à moi, police rurale, ce qui fait mourir de rire les habitants des villages en question. Parce que c'est pour faire chic. Enfin, c'est pour faire chic. Il y a ensuite le mouvement qui va de la ville à la ville, celui emprunté dans la classe dite créative, celle qui fait la réussite
d'une ville dans le jeu de concurrence où toutes les villes s'installent, parce qu'une fois que ce mouvement a été terminé, une fois que la concurrence entre le rural et l'urbain s'est achevée, la concurrence entre les villes a pris la relève. Et cette concurrence, elle est qui va attirer le plus les classes mobiles, les plus mobiles, c'est-à-dire les classes créatives. Et ces classes créatives, bon, c'est évidemment tous les diplômés qui vont se retrouver dans les grandes villes attractives, non pas au centre. Le centre, c'est bon pour les touristes. Le centre est devenu un espace en quelque sorte patrimonialisé, muséifié, sans grand intérêt. On les fuit, les centres, à cause des touristes. Là où s'installent, vous le savez bien, les bobos, et il y en a assez parmi vous pour le savoir, c'est dans les espaces péricentraux où il y a une possibilité d'aménager beaucoup les bâtiments restants et de se faire de beaux espaces. Alors là, c'est une société hyper urbaine, hein, c'est un espace hyper urbain, bon, qui a sa logique propre. Vous n'avez pas envie. Bon, c'est une classe créative, jeune, entre 30 et 45 ans, qui vit pour l'essentiel, entre 25 et 45 ans même, bon, et que vous connaissez très bien, mais là-dedans, il n'y a pas de centralité. C'est pas la centralité qu'ils veulent, c'est la connectivité leur importe beaucoup, oui. Ils peuvent facilement aller à l'aéroport, à la gare TGV, oui, depuis là où ils sont. Mais ils ne sont pas au centre, ils n'en ont rien à foutre, surtout pas. Bon. Et puis il y a le mouvement, troisième mouvement, celui conduisant alors, des pays lointains à la ville. Bon. Mais c'est celui qui était autrefois celui emprunté par les villageois du pays nationaux, et qui est un mouvement achevé, bien sûr, qui ont déserté ces espaces des grands ensembles, justement, qui leur avaient été dévolus, et qui sont... Et maintenant, c'est pour l'essentiel cette population de migrants des pays pauvres vers la ville, vers les villes riches, vers les villes des pays riches, qui vient peupler ces espaces qu'on pourrait dire avec un art anti-urbain de la construction sociale assez remarqué, assez étiqueté par Lefebvre et consorts. Bon. Alors, justement, pas de rue, pas de commerce, pas de bistrot, hein, c'était fait comme ça, à ceci près que ces espaces anti-urbains sont plus propices, bien sûr, à des trafics illégaux, mais aussi à un repli communautaire, religieux, qui fait qu'on a la formule, si on peut dire, cette fois, non plus du village dans la ville, mais du village contre la ville. C'est un peu ça c'est Molenbeek, si vous voulez, à côté de Bruxelles, pour prendre des quartiers ailleurs. Alors, j'évoque ces trois mouvements pour dire, mais voilà le devenir de l'urbain actuellement. Bon, il a une logique. Le problème, c'est d'accorder ces mouvements, parce que s'ils ne s'accordent pas, ça se passe mal. L'espace urbain vit mal. Je vous donne rapidement un exemple. Prenez Marseille. Bon, Marseille, et toute l'aire urbaine environnante, c'est un ensemble où la stagnation de la population pauvre venue de pays lointains, qui est totalement immobilisée dans les quartiers nord et dans les quartiers du vieux centre, au 1er, 2e, 3e arrondissement, a pour effet de provoquer une fuite exagérée des classes moyennes vers des villes et villages toujours plus lointains. Et d'autre part, de freiner, d'empêcher d'arriver la classe créative. Donc c'est tout le problème, après, d'une aire urbaine qui est difficilement, qui a peu de développement, qui est problématique. Donc accorder ces mouvements, faire qu'il y ait, que l'on puisse les accorder en termes les équilibrer, faire qu'il n'y en ait pas un qui pèse sur les autres,
Et pour cela, faire que l'on puisse passer de l'un dans l'autre, c'est cela la connectivité. Parce qu'aucun de ces espaces n'est voué à rester le seul et unique lieu de vie de quelqu'un. Il est important, dans un moment de la vie d'un individu ou d'une famille, il n'est pas un horizon définitif. Pareil pour les espaces hyper urbains des bobos. Pas envie d'y rester toute leur vie. C'est vrai qu'ils partent, avec la retraite, dans des espaces, des villages urbains, etc. Donc il y a ce mouvement qui l'emporte. Alors là, pourquoi est-ce que je dis que la connectivité devient quelque chose de plus important que la centralité? J'ai essayé de vous faire sentir à quel point parce que cette connectivité, elle est ce qui permet de lutter contre les méfaits affectant la citoyenneté dans chacun de ces espaces et dans chacune de ces déclinaisons. Vous savez, les déclinaisons de la citoyenneté par Terence Humphrey Marshall, civile, politique, sociale, c'est-à-dire les trois figures de la citoyenneté qui se sont enchaînées dans l'histoire, chacune venant comme une nécessité au secours de la précédente et s'additionnant à elle, et les troisièmes s'étant additionnés ainsi pour aboutir théoriquement pour Marshall à la fin des années 1940, tout était parfait avec la citoyenneté sociale qui garantissait la citoyenneté, la crédibilité de la citoyenneté politique et celle-ci, celle de la citoyenneté sur la légalité des échanges marchands, sur le droit d'accès aux tribunaux, etc. Tout cela, c'est facile à comprendre, s'agissant des commerces illicites qui se sont installés dans les quartiers, on va dire, anti-urbains. Et là, la connectivité, on voit comment elle fonctionne par rapport à cela. Elle fonctionne grâce à ce programme de rénovation urbaine, oui, mais uniquement parce qu'il a été associé à un programme tramway. Le programme de rénovation urbaine permet à la ville de pénétrer la cité sociale, permet de la pénétrer, permet à la police aussi d'y entrer plus facilement et de contrôler, etc. Donc de réduire le côté opaque de ces quartiers comme propice à des échanges illégaux, etc. Et à des rapports de force, évidemment. Mais c'est bien parce qu'il y a aussi le programme tramway que ceux qui y habitent peuvent en sortir et profiter des opportunités qu'il y a ailleurs. Trouver des employeurs, etc., tout en restant ici, le temps qu'il faut, dans ces quartiers, comme vivables, et vivre d'autres choses que trafics illégaux. Mais c'est ça qui est important. Si on pense maintenant à la citoyenneté politique, c'est ce qui se joue, elle est mise en péril par, on pourrait dire, la métropolisation au sens de l'incroyable extension des aires urbaines englobant formellement, en mêlant progressivement une grande quantité de petites villes autour d'une grande ville, etc. Et avec ça on assiste dans ces aires urbaines à une tendance des classes aisées à aller vivre dans un endroit où ils auront très peu d'impôts à payer, tout en profitant des avantages de la ville. Et tandis que ceux qui habitent les quartiers les plus pauvres, eux, ne pourront pas aller dans des endroits où il y aura des emplois pour eux. Bon, c'est tout ce problème qui se trouve posé, c'est celui correspondant à ce partage des espaces urbains dans les grandes aires urbaines, ce partage politique. Et c'est contre cela que fonctionnent mal les intercommunalités, mal les structures métropolitaines qu'il est question de mettre en place, puisque la principale fonction de ces entités intercommunales est d'établir des moyens de transport qui permettent, avec un ticket unique, d'aller sur 50 km ou 100 d'un endroit où on vit à un endroit où on travaille, et qui fait qu'il y a une cohésion
social dans un espace urbain très vaste, comme le sont les aires urbaines actuelles, si vous prenez Lyon, si vous prenez Marseille. La difficulté, mais vous voyez bien la difficulté, la métropole Aix-Marseille-Provence, ça fait 15 ans qu'elle est en route et elle vient seulement d'aboutir à produire un ticket de transport commun, et ne parlons pas des voies de transport qui sont toujours très 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 déficientes. Même Paris avec le Grand Paris qui se fait quand même toujours très petit, qui a tendance à se replier sur sa commune centre, si je puis dire, sur sa centralité, au lieu de servir de base pour effectivement des connectivités beaucoup plus larges et permettant ainsi d'obtenir des facilitations de vie. Et c'est la même chose, on pourrait dire, pour la citoyenneté sociale. Si vous prenez en compte les territoires qui sont les villes petites et moyennes qui sont éloignées des grandes aires urbaines, où la population qui y vit, qui est justement celle de ces ouvriers qui avaient suivi les entreprises, et cette population qui craint pour son emploi, qui s'autobloque sur le maintien d'un CDI ou de leur emploi, qui sont donc dans la peur. Il y a un clivage, ça a été décrit par de nombreux économistes, entre les grandes métropoles où vous avez une proportion, une faculté aisée de mobilité professionnelle et physique, donc pas d'angoisse là-dessus, même plutôt une valorisation de la mobilité, et cette autre partie du territoire où vous avez une angoisse très forte, le sentiment d'être dans un monde à part, etc., est menacé. Et là, la connectivité, c'est ce qui se passe quand on essaie c'est ce qui correspond à une stratégie visant à amener les élus de ces villes petites et moyennes à fournir à leurs habitants, leurs jeunes habitants, les moyens de partir et pas seulement l'envie de rester comme tous s'y emploient. C'est-à-dire à leur dire, oui, vous pouvez rester ici, on développe, on va faire plein de choses, mais vous pouvez aller vous former ailleurs, etc. On facilite les contacts, etc. C'est cette connectivité qui fait tout. Alors, vous voyez, la connectivité, je vous en parle pour vous dire, mais est-ce que ce n'est pas cela, le droit contemporain, concernant l'urbain? Est-ce que ce n'est pas justement la figure de la citoyenneté urbaine, c'est-à-dire cette déclinaison nouvelle qui viendrait réhabiliter les autres déclinaisons civiles, politiques, sociales, comme chacune de celles-ci l'avait fait avant pour les précédentes, et qui serait la figure essentielle, l'événement essentiel, et la raison pour laquelle, quand vous discuterez, quand vous faites des enquêtes, vous verrez, c'est la connectivité, toujours, qui compte pour les gens. Ce n'est pas la centralité. La centralité, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est la connectivité. Je veux être là, mais je veux pouvoir choisir où je vais être. Mais ce qui compte, c'est que je puisse aller où je veux pouvoir rester avec mes amis là, ou avec ceux avec qui je suis venu dans ce pays-là. Bon. Mais je voudrais pouvoir aller. Bon. La connectivité est la valeur. Alors, question. Faut-il voir dans cette connectivité, cette citoyenneté urbaine désignant la connectivité comme un moyen de gérer la diversification des espaces urbains en évitant les méfaits de la séparation? Faut-il voir dans cette citoyenneté urbaine une actualisation du droit à la ville dans un nouveau contexte qui n'avait pas vraiment vu venir? Société urbaine, oui, mais la diversification des espaces urbains, non, il ne l'a pas analysé, mais ça ne fait rien. La connectivité, est-ce que ce n'est pas une actualisation du droit à la ville, de ce qu'on pouvait mettre légitimement dans le droit à la ville,
ou alors est-ce qu'il s'agit d'un renoncement coupable au drapeau de la lutte contre le néolibéralisme? Alors à vous de choisir, à chacun de choisir. Moi j'ai fait mon choix. Je vous remercie. Merci.